développement son plein épanouissement. Après avoir exploré la manière de faire coopération de plus de 200 personnes au sein des 35 collectifs que nous avons visités, ce terme de maturité nous semble plus approprié pour décrire la solidité d'un processus coopératif que un processus de coopératif peut atteindre. Le mûrissement, qu'il s'agisse d'un fruit, d'une personne, d'une idée, prend du temps, le temps de la pratique. Et le mûrissement, c'est aussi un processus. Entrer dans ce processus requiert une action consciente et volontaire des parties prenantes et il faut le vouloir et le décider. Les itinérances de l'Observatoire de l'implicite ont permis de mettre en évidence des facteurs clés de réussite dans la capacité à coopérer, ainsi que des éléments à l'origine de difficultés rencontrées. Des pertes d'adhésion, des incompréhensions entre parties prenantes, voire des situations d'épuisement physique et moral au sein de certains collectifs. Le concept de maturité coopérative englobe les 12 principes d'action de la coopération que nous avons repérés. Il ne s'agit pas de recommandations du type « suivez cette règle et tout ira bien » ou d'une simple liste de bonnes pratiques. Ces principes d'action se présentent sous la forme d'écarts, un espace entre deux logiques qui peuvent être à la fois complémentaires et contradictoires. Alors, pour comprendre ces propos, je vais vous l'illustrer par 3 exemples de principes d'action. Il y en a 12, mais je vais vous en décliner juste 3 et je survolerai les 9 autres. Le premier principe d'action que je vais évoquer, c'est entre agir ensemble et penser ensemble. Et c'est en lien direct avec notre définition de la coopération qui est être co-auteur d'une œuvre commune. Agir ensemble ne suffit pas pour coopérer. Penser ensemble ne suffit pas non plus. Puisque pour qu'il y ait création d'une œuvre, cette pensée doit être incarnée dans l'action. Agir et penser ensemble sont 2 logiques qui s'appellent l'une l'autre, qui ont besoin l'une de l'autre et qui en même temps peuvent s'opposer l'une à l'autre. Dans un système effectivement coopératif, agir ensemble et penser ensemble sont indissociables. Et maintenir l'équilibre entre ces 2 logiques est difficile. Et ce, d'autant plus que selon les environnements, l'une des 2 logiques sera plus exigeante pour les acteurs que l'autre. On voit quelquefois des personnes qui sont dédiées à penser et d'autres qui sont dédiées à agir. Et on voit bien que là, les 2 ne vont pas se rejoindre et vous pouvez imaginer et vivre d'ailleurs les problèmes que ça peut rencontrer. Pour penser ensemble, les neuroscientifiques montrent que nous devons être en mesure de partager ce que l'on sent, les sensations, et ce que l'on ressent, les émotions. Et d'ailleurs, les méthodes de traitement des désaccords passent par un moment de libération des émotions avant de pouvoir libérer les idées, qu'il s'agisse par exemple du protocole de construction des désaccords féconds qui est proposé par Patrick Vivray, ou les 6 chapeaux d'Édouard de Bonneau pour penser. Vous pouvez retrouver d'autres exemples également. L'un des collectifs que nous avons rencontrés a inventé un bulletin de vote particulier à 5 couleurs, qui leur permet de donner autant de valeur à une opinion pour ou contre qu'à une émotion, qu'il s'agisse d'une appréhension, d'une incertitude ou d'une envie. Et prendre en compte et partager nos émotions afin de penser ensemble requiert du temps. Par exemple, les conseils d'administration d'Ecoravi sont mensuels et durent le week-end. C'est un habitat partagé. Pour Christophe Chevalier, qui dirige un PTCE qui s'appelle Pôle Sud Archer en Drôme, un PTCE, c'est un pôle territorial de coopération économique. Eh bien, pour lui, le cadre qui compte vraiment, ce n'est pas les règles de fonctionnement que l'on se donne, c'est le temps qu'on accepte de passer ensemble. Nos itinérances montrent que les collectifs qui prennent le temps de penser ensemble pour agir ensemble ont une grande créativité et selon nous, ce principe d'action permet de développer les capacités d'émergence d'un territoire ou d'une organisation. Deuxième exemple, deuxième principe d'action, c'est celui que l'on appelle entre diversité et unité. La diversité est une richesse dont nous avons besoin. Et nous avons également besoin d'unité pour construire des actions communes. Mais la recherche d'unité se fait souvent par la recherche d'un plus petit commun dénominateur.
Et en faisant cela, nous réduisons l'une et l'autre. Et on finit par perdre les deux. Diversité et unité. Par exemple, beaucoup de nos territoires sont issus d'un métissage culturel d'une richesse incroyable. Mais souvent, ceux qui se sentent étrangers cherchent à gommer leurs différences pour faciliter leur intégration et entrer dans le moule. Ces territoires ou ces organisations ne savent alors plus utiliser la richesse de ces cultures multiples. Un deuxième exemple. Dans la plupart des projets coopératifs, l'œuvre est commune, mais les motivations et buts des acteurs sont multiples et peuvent être très très différents. Or, on cherche souvent à fédérer ces acteurs autour d'un objectif partagé, risquant aussi de réduire le projet à un ensemble, plus petit commun dénominateur, qui n'est plus réellement motivant pour personne. Et de ce fait, on rencontre des situations où on est d'accord, et pour autant on n'agit pas, parce qu'en fait on a perdu le moteur de la motivation et de l'action. Plutôt que de chercher un objectif partagé, nous préférons chercher à partager les objectifs, à mettre en commun et à conserver les singularités de chacun. Lorsque le tout devient moins que la somme des parties, dont des qualités ont été inhibées par l'organisation de l'ensemble, les projets s'essoufflent et se rétrécissent. A l'inverse, lorsque la quête de notre identité collective passe par la capacité à reconnaître les différences, à mettre en avant les diversités, à entretenir cette pluralité, elle peut devenir une réelle force de développement. Le troisième principe d'action dont je voulais vous parler, c'est ce que l'on appelle entre identité et rôle. Donc, en fait, entre ce que je suis et ce que je représente. Il est quelque peu différent des autres principes d'action, dans le sens où nous ne parlons pas forcément d'écart ou de dialogie. Nous insistons plutôt pour celui-ci sur la nécessité de comprendre sa signification et de prendre conscience de son impact dans les relations et les positionnements de chacune et chacun. Ces mots, identité et rôle, ils peuvent être source de confusion et d'ambiguïté. Alors, qu'entendons-nous dans ces deux mots ? Juste de manière très simple. Nous sommes, ça se réfère à notre identité profonde, parfois appelée identité intégrée. C'est riche de nos humanités, nos valeurs, nos croyances, notre appartenance à une communauté d'humains, notre conscience de soi, physique et psychique. Et puis nous faisons, ça se réfère à notre rôle, notre identité contextuelle, ce qu'on appelle parfois identité de rôle. C'est riche de nos enseignements qui nous mettent en capacité de faire, de nos aptitudes, de nos talents, riche également des différents rôles et positions que nous avons dans nos différents cercles professionnels, familiaux, amicaux, sociaux. Pour une fois, la langue française ne nous aide pas à faire la distinction entre ces deux formes d'identité, puisque dans les deux cas, on dit « je suis ». On ne dit pas « je suis et je fais », on dit « je suis ». Notre identité se perd et souvent se résume à notre rôle. Nous sommes en interrelation permanente avec les autres, dans des environnements et des situations où ce que nous sommes se réalise dans ce que nous faisons. Échanger au-delà des rôles et des responsabilités des personnes va produire quelque chose de différent que si chacun reste campé sur sa position sociale, ou son rôle ou sa responsabilité, et réduit ce qu'il est à son rôle et à son titre. Alors, rôle, titre et position sociale ne sont surtout pas à nier, évidemment. Ils ont leur importance et font partie aussi de ce que nous sommes. Mais ne nous privons pas des échanges et de la richesse de ces échanges de nos humanités. C'est-à-dire échanger nos humanités. Coopérer nécessite de savoir dépasser les identités de rôle pour prendre en compte les identités intégrées, pour entrer dans une compréhension humaine et intellectuelle des relations et des situations. Je vous donne juste un exemple dans un des collectifs qu'on a rencontré. Un des administrateurs, et c'était une grosse structure qui associe à la fois des bénévoles, des salariés, des élus et des citoyens. Compliqué de faire travailler tous ces gens-là. Et quand il a pris conscience de ce principe d'action,
il a vraiment décidé de modifier la manière d'organiser les réunions. Alors, dans les questions, après, on pourra peut-être y revenir. Je ne vais pas vous le détailler là, mais ça a vraiment été le début d'une conscientisation de quelque chose où on pouvait se parler au-delà juste des rôles et des représentations de chacun. Alors, sur notre site, les 12 principes d'action, ils sont détaillés, illustrés abondamment, et les 3 que je viens d'aborder sont détaillés encore plus, et avec de nombreux exemples qu'on a glanés tout au long de notre chemin. Simplement, je vous survole les 9 autres pour que vous ayez une petite idée de ce que l'on met derrière. Celui qu'on appelle entre questions qui se posent et réponses à apporter. Avoir des réponses n'est pas toujours ce qui compte le plus. L'essentiel est parfois de s'emparer de la question et de vivre ensemble le processus du questionnement. Entre la place que l'on prend et la place que l'on laisse, qui pose la question du rapport à soi et du rapport à l'autre. Entre intention et comportement, quand nos comportements automatiques génèrent des messages contradictoires avec nos intentions. Entre ce que nous sommes et ce que nous voulons être, quand notre histoire individuelle et collective nous a fait développer des aptitudes différentes de celles que nous souhaiterions avoir. Entre désir et besoin, qui sous-entend une conscience de soi pour être à l'écoute de ses propres signaux faibles et qui n'est pas ce que nous apprenons le plus à développer. Ça ne fait pas partie vraiment des choses qu'on aborde dans nos vies. Entre objectif et contrainte, quand le problème occulte l'objectif et devient lui-même l'objectif. C'est un piège que de nombreux outils de pilotage de management, malheureusement, ont tendance à accentuer. Entre organique et planifié, les projets notables pour leur longévité ne ressemblent pas aujourd'hui à ce pour quoi ils ont été créés. Et leur longévité s'appuie à la fois sur un horizon solide et sur une capacité à voir, s'emparer et digérer ce qui se présente sur le chemin. Il est très très important également celui-là, cette notion de digestion et d'organique, puisque de toute façon on ne pourra prendre que ce qui se présente sur le chemin. Là encore, beaucoup de nos outils de management se révèlent piégés, et quelquefois je rajoute piégeux. Ensuite, lutter contre et aller vers. Ou comment déplacer l'énergie mobilisatrice d'un projet issu d'une résistance, du refus d'une situation, ce qui est le plus souvent le cas quand on se met en route, vers la construction d'une alternative, difficulté à l'origine de l'essoufflement de beaucoup de projets. C'est-à-dire que l'énergie mobilisatrice ne se déplace pas vers le projet vers lequel on veut aller, mais reste fixée sur la lutte que l'on mène. Le développement de la maturité coopérative, et le 12e, pour finir, qui est transformation personnelle et transformation sociale. Toutes les rencontres qu'on a menées ont mis l'accent sur le caractère absolument indissociable de ces deux transformations, personnelle et sociale. Elles sont liées l'une à l'autre. Le développement de la maturité coopérative est lié à la capacité d'entrer dans un processus d'apprentissage qui permet de voir et de se saisir des signaux faibles révélateurs de ces écarts, ce que Patrick vous a présenté dans la première partie, d'en discerner complémentarité, antagonisme, contradiction éventuelle, et de trouver l'équilibre entre ces deux logiques. Le point d'équilibre, il n'est jamais définitif, il dépend de la situation et du contexte, et c'est pourquoi il s'agit d'un processus dynamique, d'une gymnastique à pratiquer. De la même manière que la gymnastique physique nous permet d'entretenir la santé de notre corps, nous préconisons une gymnastique psychique pour entretenir la santé de nos systèmes coopératifs et cognitifs. Donc de voir ces signaux faibles, de repérer ces écarts, et de voir les décisions qui se prennent en fonction du contexte. Sur nos chemins, nous avons côtoyé à plusieurs reprises des femmes et des hommes faisant preuve de grande maturité coopérative. Et nous avons observé 4 caractéristiques dans ces collectifs. Les membres se considèrent tous à la fois sachants et apprenants. Ils se nourrissent constamment les uns des autres et ainsi, en coopérant pour apprendre, développent leur coopération. Il n'y a plus de leader au sens classique du terme. Le leadership y est contextuel, dynamique, partagé. Et pour un temps donné, dans une situation donnée, chacun, en fonction de ses capacités, prend la place de leader, se reconnaît comme tel et est reconnu par les autres.
La coopération est devenue inconditionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne dépend plus de l'objet, des personnes ou des rôles, elle s'exerce aussi bien à l'intérieur du collectif qu'avec des tiers et développe des coopérations ouvertes. Et enfin, le plein épanouissement se voit et se ressent de façon marquante et significative parce que nous y avons rencontré des personnes dont émane beaucoup de force, de tranquillité et de sérénité. Nos travaux montrent que choisir de développer sa maturité coopérative permet de faire émerger des initiatives, de les développer et de les pérenniser, également d'essaimer et de polliniser. Nous vous retrouverons lors du temps dédié à vos questions afin d'y répondre, et ce sera en fin de matinée, et ce sera avec beaucoup de plaisir. Donc vous les notez sur des petits papiers. Et puis merci pour votre attention et à tout à l'heure.